Au milieu des champs de blé et de betteraves, le coron des 240 dormait sous la nuit noire. On distinguait vaguement les 4 immenses corps de petites maisons adossées, des corps de caserne ou d'hôpital, géométriques, parallèles, que séparaient les 3 larges avenues, divisées en jardins égaux. Et, sur le plateau désert, on entendait la seule plainte des rafales, dans les treillages arrachés des clôtures. Chez les Maheu, au numéro 16 du 2e corps, rien ne bougeait. Des ténèbres épaisses noyaient l'unique chambre du 1er étage, comme écrasant de leur poids le sommeil des êtres que l'on sentait là, en tas, la bouche ouverte, assommés de fatigue. Malgré le froid vif du dehors, l'air alourdi avait une chaleur vivante, cet étouffement chaud des chambrées les mieux tenues, qui sentent le bétail humain. 4 heures sonnèrent au coucou de la salle du rez-de-chaussée, rien encore ne remua, des haleines grêles sifflaient, accompagnées de 2 ronflements sonores. Et, brusquement, ce fut Catherine qui se leva. Dans sa fatigue, elle avait, par habitude, compté les 4 coups du timbre, à travers le plancher, sans trouver la force de s'éveiller complètement. Puis, les jambes jetées hors des couvertures, elle tâtonna, frotta enfin une allumette et alluma la chandelle. Mais elle restait assise, la tête si pesante, qu'elle se renversait entre les 2 épaules, cédant au besoin invincible de retomber sur le traversin. Maintenant, la chandelle éclairait la chambre, carrée, à 2 fenêtres, que 3 lits emplissaient. Il y avait une armoire, une table, 2 chaises de vieux noyer, dont le ton fumeux tachait durement les murs, peints en jaune clair. Et rien d'autre, des hardes pendues à des clous, une cruche posée sur le carreau, près d'une terrine rouge servant de cuvette. Dans le lit de gauche, Zacharie, l'aîné, un garçon de 21 ans, était couché avec son frère Jeanlin, qui achevait sa 11e année, dans celui de droite, 2 mioches, Lénore et Henri, la première de 6 ans, le second de 4, dormaient au bras l'un de l'autre, tandis que Catherine partageait le 3e lit avec sa sœur Alzire, si chétive pour ses 9 ans, qu'elle ne l'aurait même pas senti près d'elle, sans la bosse de la petite infirme qui lui enfonçait les côtes. La porte vitrée était ouverte, on apercevait le couloir du palier, l'espèce de boyau où le père et la mère occupaient un 4e lit, contre lequel ils avaient dû installer le berceau de la dernière venue, Estelle, âgée de 3 mois à peine. Cependant, Catherine fit un effort désespéré. Elle s'étirait, elle crispait ses 2 mains dans ses cheveux roux, qui lui embroussaillaient le front et la nuque. Fluette pour ses 15 ans, elle ne montrait de ses membres, hors du fourreau étroit de sa chemise, que des pieds bleuis, comme tatoués de charbon, et des bras délicats, dont la blancheur de lait tranchait sur le teint blême du visage, déjà gâté par les continuels lavages au savon noir. Un dernier bâillement ouvrit sa bouche un peu grande, aux dents superbes dans la pâleur chlorotique des gencives, pendant que ses yeux gris pleuraient de sommeil combattu, avec une expression douloureuse et brisée, qui semblait enfler de fatigue sa nudité entière. Mais un grognement arriva du palier, la voix de Maheu bégayait, empâtée, sacré nom. Il est l'heure. C'est toi qui allumes, Catherine? Oui, père. Ça vient de sonner, en bas. Dépêche-toi donc, fainéante. Si tu avais moins dansé hier dimanche, tu nous aurais réveillés plus tôt. En voilà une vie de paresse. Et il continua de gronder, mais le sommeil le reprit à son tour, ses reproches s'embarrassèrent, s'éteignirent dans un nouveau ronflement. La jeune fille, en chemise, pieds nus sur le carreau, allait et venait par la chambre. Comme elle passait devant le lit d'Henri et de Lénore, elle rejeta sur eux la couverture, qui avait glissé, et ils ne s'éveillaient pas, anéantis dans le gros sommeil de l'enfance. Alzire, les yeux ouverts, s'était retournée pour prendre la place chaude de sa grande sœur, sans prononcer un mot. Dis donc, Zacharie. Et toi, Jeanlin, dis donc. Répétait Catherine, debout devant les 2 frères, qui restaient vautrés, le nez dans le traversin. Elle dut saisir le grand par l'épaule et le secouer, puis, tandis qu'il mâchait des injures, elle prit le parti de les découvrir, en arrachant le drap. Cela lui parut drôle, elle se mit à rire, lorsqu'elle vit les 2 garçons se débattre, les jambes nues. C'est bête, lâche-moi. Grogna Zacharie de méchante humeur, quand il se fut assis. Je n'aime pas les farces. Dire, nom de Dieu. Qu'il faut se lever. Il était maigre, dégingandé, la figure longue, salie de quelques rares poils de barbe, avec les cheveux jaunes et la pâleur anémique de toute la famille. Sa chemise lui remontait au ventre, et il la baissa, non par pudeur, mais parce qu'il n'avait pas chaud. C'est sonné en bas, répétait Catherine. Allons, oup. Le père se fâche. Jeanlin, qui s'était pelotonné, referma les yeux, en disant « Va te faire fiche, je dors ». Elle eut un nouveau rire de bonne fille. Il était si petit, les membres grêles, avec des articulations énormes, grossis par des scrofules,
qu'elle le prit, à plein bras. Mais il gigotait, son masque de singe blafard et crépu, troué de ses yeux verts, élargi par ses grandes oreilles, pâlissait de la rage d'être faible. Il ne dit rien, il la mordit au sein droit. « Méchant bougre !» murmura-t-elle en retenant un cri et en le posant par terre. Alzire, silencieuse, le drap au menton, ne s'était pas rendormie. Elle suivait de ses yeux intelligents d'infirme sa sœur et ses 2 frères, qui maintenant s'habillaient. Une autre querelle éclata autour de la terrine, les garçons bousculèrent la jeune fille, parce qu'elle se lavait trop longtemps. Les chemises volaient, pendant que, gonflés encore de sommeil, ils se soulageaient sans honte, avec l'aisance tranquille d'une portée de jeunes chiens, grandis ensemble. Du reste, Catherine fut prête la première. Elle enfila sa culotte de mineur, passa la veste de toile, noua le béguin bleu autour de son chignon, et, dans ses vêtements propres du lundi, elle avait l'air d'un petit homme, rien ne lui restait de son sexe, que le dandinement léger des hanches. « Quand le vieux rentrera, dit méchamment Zacharie, il sera content de trouver le lit défait. Tu sais, je lui raconterai que c'est toi. » Le vieux, c'était le grand-père, Bonnemort, qui, travaillant la nuit, se couchait au jour, de sorte que le lit ne refroidissait pas, il y avait toujours dedans quelqu'un à ronfler. Sans répondre, Catherine s'était mise à tirer la couverture et à la bordeur. Mais, depuis un instant, des bruits s'entendaient derrière le mur, dans la maison voisine. Ces constructions de briques, installées économiquement par la compagnie, étaient si minces, que les moindres souffles les traversaient. On vivait coude à coude, d'un bout à l'autre, et rien de la vie intime n'y restait caché, même aux gamins. Un pas lourd avait ébranlé un escalier, puis il y eut comme une chute molle, suivie d'un soupir d'aise. « Bon, dit Catherine, Levaque descend, et voilà Bouteloup qui va retrouver la Levaque. » Jeanlin ricana, les yeux d'Alzire eux-mêmes brillèrent. Chaque matin, il s'égayait ainsi du ménage à 3 des voisins, un haveur qui logeait un ouvrier de la coupe à terre, ce qui donnait à la femme 2 hommes, l'un de nuit, l'autre de jour. Philomène tous, reprit Catherine, après avoir tendu l'oreille. Elle parlait de l'aînée des Levaque, une grande fille de 19 ans, la maîtresse de Zacharie, dont elle avait 2 enfants déjà, si délicate de poitrine d'ailleurs, qu'elle était cribleuse à la fosse, n'ayant jamais pu travailler au fond. Ah, ouiche. Philomène, répondit Zacharie, elle s'en moque, elle dort. C'est cochon de dormir jusqu'à 6 heures. Il passait sa culotte, lorsqu'il ouvrit une fenêtre, préoccupé d'une idée brusque. Au dehors, dans les ténèbres, le coron s'éveillait, des lumières pointaient une à une, entre les lames des persiennes. Et ce fut encore une dispute, il se penchait pour guetter s'il ne verrait pas sortir de chez les Pierron, en face, le maître Porion du Voreux, qu'on accusait de coucher avec la Pierronne, tandis que sa sœur lui criait que le mari avait, depuis la veille, pris son service de jour à l'accrochage, et que bien sûr Dansaert n'avait pu coucher, cette nuit-là. Les rentrait par bouffées glaciales, tous 2 s'emportaient, en soutenant chacun l'exactitude de ses renseignements, lorsque des cris et des larmes éclatèrent. C'était, dans son berceau, Estelle que le froid contrariait. Du coup, Maheu se réveilla. Qu'avait-il donc dans les os? Voilà qu'il se rendormait comme un propre à rien. Et il jurait si fort, que les enfants, à côté, ne soufflaient plus. Zacharie et Jeanlin achevèrent de se laver, avec une lenteur déjà lasse. Alzire, les yeux grands ouverts, regardait toujours. Les 2 mioches, Lénore et Henri, au bras l'un de l'autre, n'avaient pas remué, respirant du même petit souffle, malgré le vacarme. « Catherine, donne-moi la chandelle !» cria Maheu. Elle finissait de boutonner sa veste, elle porta la chandelle dans le cabinet, laissant ses frères chercher leurs vêtements, au peu de clarté qui venait de la porte. Son père sautait du lit. Mais elle ne s'arrêta point, elle descendit en gros bas de laine, à tâtons, et alluma dans la salle une autre chandelle, pour préparer le café. Tous les sabots de la famille étaient sous le buffet. « Te tairas-tu, vermine » reprit Maheu, exaspéré des cris d'Estelle, qui continuait. Il était petit comme le vieux Bonnemort, et il lui ressemblait en gras, la tête forte, la face plate et livide, sous les cheveux jaunes, coupés très courts. L'enfant hurlait davantage, effrayé par ses grands bras noueux qui se balançaient au-dessus d'elle. « Laisse-la, tu sais bien qu'elle ne veut pas se taire, dit la Maheude, en s'allongeant au milieu du lit. Elle aussi venait de s'éveiller, et elle se plaignait, c'était bête de ne jamais faire sa nuit complète. Il ne pouvait donc partir doucement? Enfouie dans la couverture, elle ne montrait que sa figure longue, aux grands traits, d'une beauté lourde, déjà déformée à 39 ans par sa vie de misère et les 7 enfants qu'elle avait eus. Les yeux au plafond, elle parla avec lenteur,
pendant que son homme s'habillait. Ni l'un ni l'autre n'entendait plus la petite qui s'étranglait à crier. Tu sais, je suis sans le sou, et nous voici à lundi seulement, encore 6 jours à attendre la quinzaine. Il n'y a pas moyen que ça dure. À vous tous, vous apportez 9 francs. Comment veux-tu que j'arrive? Nous sommes 10 à la maison. Oh! 9 francs. Se récria Maheu. Moi et Zacharie, 3, ça fait 6. Catherine et le père, 2, ça fait 4, 4 et 6, 10. Et Jeanlin, 1, ça fait 11. Oui, 11, mais il y a les dimanches et les jours de chômage. Jamais plus de 9, entends-tu? Il ne répondit pas, occupé à chercher par terre sa ceinture de cuir. Puis, il dit en se relevant, faut pas se plaindre, je suis tout de même solide. Il y en a plus d'un, à 42 ans, qui passe au raccommodage. Possible, mon vieux, mais ça ne nous donne pas du pain. Qu'est-ce que je vais fiche, dis? Tu n'as rien, toi? J'ai 2 sous. Garde-les pour boire une chope. Mon Dieu! Qu'est-ce que je vais fiche? 6 jours, ça n'en finit plus. Nous devons 60 francs à Maigrat, qui m'a mise à la porte avant-hier. Ça ne m'empêchera pas de retourner le voir. Mais, s'il s'entête à refuser. Et la Maheude continua d'une voix morne, la tête immobile, fermant par instants les yeux sous la clarté triste de la chandelle. Elle disait le buffet vide, les petits demandant des tartines, le café même manquant, et l'eau qui donnait des coliques, et les longues journées passées à tromper la faim avec des feuilles de chou bouilli. Peu à peu, elle avait dû hausser le ton, car le hurlement d'Estelle couvrait ses paroles. Ses cris devenaient insoutenables. Maheu parut tout d'un coup les entendre, hors de lui, et il saisit la petite dans le berceau, il la jeta sur le lit de la mère, en balbutiant de fureur, « Tiens. Prends-la, je l'écraserai. Nom de Dieu d'enfant. Ça ne manque de rien, sa tête, et ça se plaint plus haut que les autres. » Estelle s'était mise à téter, en effet. Disparue sous la couverture, calmée par la tiédeur du lit, elle n'avait plus qu'un petit bruit goulu des lèvres. « Est-ce que les bourgeois de la Piolaine ne t'ont pas dit d'aller les voir ?» reprit le père au bout d'un silence. La mère pinça la bouche, d'un air de doute découragé. « Oui, ils m'ont rencontré, ils portent des vêtements aux enfants pauvres. Enfin, je mènerai ce matin chez eux Lénore et Henri. S'ils me donnaient 100 sous seulement. » Le silence recommença. Maheu était prêt. Il demeura un moment immobile, puis il conclut de sa voix sourde, « Qu'est-ce que tu veux? C'est comme ça, arrange-toi pour la soupe. Ça n'avance à rien d'en causer, vaut mieux être là-bas au travail. » Bien sûr, répondit la Maheude. Souffle la chandelle, je n'ai pas besoin de voir la couleur de mes idées. Il souffla la chandelle. Déjà, Zacharie et Jeanlin descendaient, il les suivit, et l'escalier de bois craquait sous leurs pieds lourds, chaussés de laine. Derrière eux, le cabinet et la chambre étaient retombés aux ténèbres. Les enfants dormaient, les paupières d'Alzire elles-mêmes s'étaient closes. Mais la mère restait maintenant les yeux ouverts dans l'obscurité, tandis que, tirant sur sa mamelle pendante de femme épuisée, Estelle ronronnait comme un petit chat. En bas, Catherine s'était d'abord occupée du feu, la cheminée de fonte, à grille centrale, flanquée de 2 fours, et où brûlait constamment un feu de houille. La compagnie distribuait par mois, à chaque famille, 8 hectolitres d'escaillage, charbon dur ramassé dans les voies. Il s'allumait difficilement, et la jeune fille qui couvrait le feu chaque soir, n'avait qu'à le secouer le matin, en ajoutant des petits morceaux de charbon tendre, triés avec soin. Puis, après avoir posé une bouillotte sur la grille, elle s'accroupit devant le buffet. C'était une salle assez vaste, tenant tout le rez-de-chaussée, peint en vert pomme, d'une propreté flamande, avec ses dalles lavées à grande eau et semées de sable blanc. Outre le buffet de sapin verni, l'ameublement consistait en une table et des chaises du même bois. Collés sur les murs, des enluminures violentes, les portraits de l'empereur et de l'impératrice donnés par la compagnie, des soldats et des saints, bariolés d'or, tranchaient crûment dans la nudité claire de la pièce, et il n'y avait d'autres ornements qu'une boîte de carton rose sur le buffet, et que le coucou à cadran peinturluré, dont le gros tic-tac semblait emplir le vide du plafond. Près de la porte de l'escalier, une autre porte conduisait à la cave. Malgré la propreté, une odeur de non cuit, enfermée depuis la veille, empoisonnait l'air chaud, cet air alourdi, toujours chargé d'une âcreté de houille. Devant le buffet ouvert, Catherine réfléchissait. Il ne restait qu'un bout de pain, du fromage blanc en suffisance, mais à peine une lichette de beurre, et il s'agissait de faire les tartines pour eux 4. Enfin, elle se décida,
coupa les tranches, en prit une qu'elle couvrit de fromage, en frotta une autre de beurre, puis les colla ensemble. C'était, le briquet, la double tartine emportée chaque matin à la fosse. Bientôt, les 4 briquets furent en rang sur la table, répartis avec une sévère justice, depuis le gros du père jusqu'au petit de Jeanlin. Catherine, qui paraissait toute à son ménage, devait pourtant rêvasser aux histoires que Zacharie racontait sur le maître Porion et la Pierronne, car elle entrebâilla la porte d'entrée et jeta un coup d'œil dehors. Le vent soufflait toujours, des clartés plus nombreuses couraient sur les façades basses du coron, d'où montait une vague trépidation de réveil. Déjà des portes se refermaient, des fils noirs d'ouvriers s'éloignaient dans la nuit. Était-elle bête, de se refroidir, puisque le chargeur à l'accrochage dormait bien sûr, en attendant d'aller prendre son service, à 6 heures. Et elle restait, elle regardait la maison, de l'autre côté des jardins. La porte s'ouvrit, sa curiosité s'alluma. Mais ce ne pouvait être que la petite des Pierron, Lydie, qui partait pour la fosse. Un bruit sifflant de vapeur la fit se tourner. Elle ferma, se hâta de courir, l'eau bouillait et se répandait, éteignant le feu. Il ne restait plus de café, elle dut se contenter de passer l'eau sur le marc de la veille, puis, elle sucra dans la cafetière, avec de la cassonade. Justement, son père et ses 2 frères descendaient. Fichtre, déclara Zacharie, quand il eut mis le nez dans son bol, en voilà un qui ne nous cassera pas la tête. Maheu haussa les épaules d'un air résigné. Bah, c'est chaud, c'est bon tout de même. Jeanlin avait ramassé les miettes des tartines et trempé une soupe. Après avoir bu, Catherine acheva de vider la cafetière dans les gourdes de fer-blanc. Tous 4, debout, mal éclairés par la chandelle fumeuse, avalaient en hâte. Y sommes-nous à la fin, dit le père. On croirait qu'on a des rentes. Mais une voix vint de l'escalier, dont ils avaient laissé la porte ouverte. C'était la Maheude qui criait, « Prenez tout le pain, j'ai un peu de vermicelle pour les enfants. » Oui, oui, répondit Catherine. Elle avait recouvert le feu, en calant, sur un coin de la grille, un restant de soupe, que le grand-père trouverait chaude, lorsqu'il rentrerait à 6 heures. Chacun prit sa paire de sabots sous le buffet, se passa la ficelle de sa gourde à l'épaule, et fourra son briquet dans son dos, entre la chemise et la veste. Et ils sortirent, les hommes devant, la fille derrière, soufflant la chandelle, donnant un tour de clé. La maison redevint noire. « Tiens. Nous filons ensemble, » dit un homme qui refermait la porte de la maison voisine. C'était Levaque, avec son fils Bébert, un gamin de 12 ans, grand ami de Jeanlin. Catherine, étonnée, étouffa un rire, à l'oreille de Zacharie. « Quoi donc ?» Bouteloup n'attendait même plus que le mari fût parti. Maintenant, dans le coron, les lumières s'éteignaient. Une dernière porte claqua, tout dormait de nouveau, les femmes et les petits reprenaient leur somme, au fond des lits plus larges. Et, du village éteint au voreux qui soufflait, c'était sous les rafales un lent défilé d'ombre, le départ des charbonniers pour le travail, roulant des épaules, embarrassés de leurs bras, qu'ils croisaient sur la poitrine, tandis que, derrière, le briquet faisait à chacun une bosse. Vêtus de toile mince, ils grelottaient de froid, sans se hâter davantage, débandés le long de la route, avec un piétinement de troupeau.